Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Ah, ça va me coûter combien? Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Pantin s'appellera pendant un an Pantine. Nous sommes dans une guerre hybride. Nous rajouterons un E au nom de la ville parce que ainsi nous voulons interpeller, nous voulons qu'il y ait une prise de conscience sur cette égalité entre les femmes et les hommes qui n'est pas encore parfaite. Et on a 3 enfants et 7 petits-enfants avec mon épouse. Alors Pouyanné, arrête de te gaver. C'est un salopard. Vraiment, j'ai pas d'autres termes. Non. Ne pleurez pas, Stéphane Manigold. S'il vous plaît, ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Tout va s'arranger, je vous assure. Tout va s'arranger. Nous avons le meilleur gouvernement que la Terre ait porté. Nous avons les responsables les plus remarquables. Tout va s'arranger. Auditeur de Sud Radio, et puis nous, on est là. Et vous aussi, surtout. Et vous aussi. Alors, on va parler de quoi? On va parler d'un médecin. D'un médecin qui a été suspendu, comme des centaines de ses confrères, des milliers de soignants, de pompiers, etc. Parce qu'ils ont refusé, et c'est pourquoi, c'est marginaux, peut-être, de se faire vacciner. Bon, enfin... Et en fait, il a porté assistance à un patient, il n'y a pas si longtemps, et il est convoqué par le Conseil de l'Ordre des médecins. Alors on va prendre le temps d'en parler avec le docteur Grégory Pamard, parce que c'est assez exemplaire d'une situation qu'on a aujourd'hui, et on va vraiment évoquer toutes les raisons qui font que ça pose problème aujourd'hui. Pourquoi? De soigner. Et puis, nous allons parler évidemment des milliards. Voilà, c'est très bien. On a, paraît-il, des problèmes de dette, tout ça, mais on dépense. Quoi qu'il en coûte partout. Mais jusqu'à quand ce quoi qu'il en coûte? On va en parler. On va aussi parler justement du Scrabble, où il y a des mots, oui, qui vont être interdits au nom du politiquement correct. Ah oui, le Scrabble, mais c'est dans la Larousse. Tant pis. Il y a des mots qui ne seront plus utilisables au Scrabble. Sachez-le. Il faudra acheter de nouveaux tableaux. Et puis Stéphane Manigold, effectivement, le restaurateur bien connu, eh bien, vous allez voir ce qu'il disait en juillet, et vous allez voir ce qu'il disait là très récemment. Et enfin, on recevra l'essayiste Stanislas Berton, qui publie le volume 3 de L'Homme et de la Cité, de ses essais L'Homme et la Cité, au temps retrouvé. Un livre passionnant, encore comme les deux autres, et surtout qui met en question tous les narratifs sur lesquels nous vivons depuis au moins 2 ou 3 ans. Et ce n'est pas piquer des hannetons, parce que, encore une fois, je le répète, je le dis, je le rapporte, je le radote même, quand le réel frappe à la porte, eh bien, il vaut mieux l'écouter, sinon il va enfoncer les portes, et après, c'est le blizzard. À tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. 15 septembre 2021, on a dit à un certain nombre de milliers de Français, médecins, soignants, aides-soignants, pompiers. On a dit, écoutez, vous n'êtes pas vaccinés, eh ben dehors, oui, suspendu sans aucune, effectivement, ni indemnité, ni rien, hein, pas licencié, pas au chômage, rien. Bien, alors c'était liberté ou pas liberté de se vacciner. On va pas faire cette polémique, mais il y a eu donc un certain nombre de médecins, et puis certains médecins qui n'ont pas oublié d'être médecins. Et oui, c'est pas facile quand on a eu des années et des années de pratique. Et qu'est-ce que c'est, médecin, hein? Tu ne nuiras point, tu soignes les patients, c'est ça, hein? Je croyais médecin, enfin, moi naïvement, étant un patient aussi, voilà. Et Grégory Pamard, bonjour. Bonjour. Alors, docteur Pamard, vous êtes, comme beaucoup d'autres, vous avez été légalement empêché de travailler depuis le 15 septembre 2021. Vous avez expliqué les raisons pour lesquelles vous n'avez pas voulu vous faire vacciner. Mais il y a eu un autre problème depuis, quelque chose pour moi de très exemplaire de ce qui se passe, et il faut en parler, quelle que soit l'opinion qu'on peut avoir là-dessus, c'est que vous avez eu effectivement, le 26 avril dernier, vous avez tweeté ceci: médecin suspendu, je suis attaqué par l'ordre pour avoir soigné gratuitement un patient atteint de la Covid que son médecin refusait de soigner.
Et ça a été très, très, très lu. Je l'ai lu, évidemment, je l'ai vu aussi, bien sûr. Et c'est pour ça aussi que je vous ai appelé. Et je voudrais d'abord que vous racontiez qu'est-ce qui s'est passé. Et c'était, je crois, en avril ou en mars dernier. Racontez-nous, docteur Pamart. Alors, j'étais déjà venu le raconter sur votre antenne et je vous remercie de m'inviter encore une fois. Effectivement, cette vidéo ressort, donc ça montre bien finalement que ça touche encore les personnes aujourd'hui. Et puis, quelque part, ça pourrait se passer demain. Donc, ce patient, ça date de décembre 2021. 21, oui. Décembre Il y a 2021. Il y a un an, oui. C'est ça. Une infirmière que je connais m'appelle, me dit, bon, il y a ce patient qui est pas bien chez lui. Vraisemblablement, il faudrait de l'oxygène, on lui demande d'aller à l'hôpital et lui ne veut pas aller à l'hôpital. Et donc, après avoir épuisé un petit peu toutes les voies de recours, moi j'ai aussi essayé, c'était pas juste à côté de chez moi, c'était à une quarantaine de minutes de route, donc j'ai essayé de lui trouver quelqu'un qui pouvait venir le voir. C'était pas possible et donc je me suis déplacé, je suis allé le voir, je l'ai soigné et puis tout va bien. Mais l'histoire aurait dû s'arrêter là, sauf que vraisemblablement quelqu'un a trouvé que j'avais mal agi en allant soigner ce monsieur et a envoyé à l'ordre des médecins un signalement, donc supposément de façon anonyme, avec notamment l'ordonnance du patient que j'avais faite, le courrier qu'il avait eu puisqu'après il avait dû se rendre à l'hôpital pour faire un examen. Oui. Et voilà, en disant que l'ordre des médecins m'a ensuite convoqué en me disant que je n'aurais pas dû aller soigner ce monsieur. Oui. Alors, pour reprendre les détails, mais je crois que c'est important justement. Il était mal en point. Vous êtes ce que m'a dit votre amie infirmière. Il était mal en point. Il n'a plus confiance dans les hôpitaux. Son médecin est passé. On lui dit qu'il fallait de l'oxygène. Il ne donnerait pas ça, passer trop de paperasse. Le malade refuse d'aller aux urgences. Et donc, comme vous l'avez raconté, Grégory Pamart, vous êtes allé. Vous l'avez fait quoi comme ordonnance? C'est important de rappeler un peu. Vous l'avez donné, prescrit quoi ou donné quoi? Alors, bon, déjà de l'oxygène, puisqu'en fait, contrairement à ce qui aurait été dit, c'est pas trop de paperasse de prescrire de l'oxygène. Hein. C'est une ordonnance et puis un coup de fil. Ouais. Et dans les 2 heures, le patient a l'oxygène. Et ça m'est arrivé de nombreuses fois dans la Covid de prescrire de l'oxygène en ville, parce que tout simplement, quand vous avez quelqu'un qui est essoufflé, une fois qu'il est essoufflé, après son cœur doit faire plus de travail parce qu'il doit compenser le manque d'oxygène. Oui. Le cœur fait un travail important, il se fatigue. Et vous pouvez tenir comme ça 2 jours, 3 jours. Et puis au bout d'un moment, c'est l'épuisement complet et vous arrivez dans un état catastrophique à l'hôpital. Donc déjà, quelqu'un qui est essoufflé dans ce contexte-là, on sait qu'il va passer le cap à condition de lui laisser toutes les chances. Et donc l'oxygène l'a sans doute beaucoup aidé. Ouais. Et donc ensuite, il est allé à l'hôpital et voilà. Eh ben non, ensuite il est resté chez lui pendant 2 jours, mais j'avais aussi prescrit des examens biologiques à faire, et avec les résultats des examens, on pouvait suspecter une embolie pulmonaire, qui est une complication très classique de la Covid, et donc il a fallu faire un scanner. Le patient a accepté de faire le scanner. Donc c'est une bonne nouvelle. D'accord. Alors justement, c'est très intéressant. Donc vous êtes convoqué. Alors le motif exact de la convocation, qu'est-ce qu'on vous reproche exactement par c'est ça, il faut savoir que quand on est attaqué par l'ordre des médecins, ça commence à être une triste habitude pour moi, puisque c'est la 3e plainte de l'ordre des médecins contre moi. On a l'impression d'être un criminel, quoi. Hein. Il déroule 4, 5, 10 articles du code de déontologie. Et vraisemblablement, par voie de presse, j'ai appris que non seulement, bon, le problème c'est que potentiellement j'étais suspendu selon eux, mais le problème, c'était aussi mes prescriptions. Parce que bon, j'ai parlé de l'oxygène, j'ai prescrit aussi d'autres choses, un antibiotique parce qu'on pouvait suspecter une surinfection à ce moment-là. Oui. Et puis, j'ai proposé aux patients aussi de l'ivermectine. Donc, je dis proposer puisque c'est une prescription hors AMM, hors autorisation de mise sur le marché. Bien sûr. Peut tout à fait faire en tant que médecin. Oui, légalement, vous pouvez faire une prescription hors AMM, absolument. Oui. D'accord. Et alors, bon, faut se dire quand même que les médecins qui ont eu ce cas-là ne devaient pas avoir les mêmes compétences que moi, vraisemblablement, puisqu'il est écrit dans leur histoire que le patient a fait une insuffisance rénale, probablement sous-entendu à cause des médicaments que je lui aurais donnés, ce qui n'est pas le cas du tout. Ce patient-là a eu un scanner, donc tout médecin compétent sait que quand on fait un scanner, c'est que la fonction rénale est à peu près correcte. Et puis, il y avait un résultat de prise de sang aussi dans le dossier qui montrait bien que la fonction rénale du patient était déjà légèrement altérée avant cela. Donc, ce qui vous reproche, c'est d'avoir donné des prescriptions, d'avoir fait votre métier, quoi, en quelque sorte.
Oui, je pense. Moi, ce qu'on me reproche, de toute façon, c'est la même chose qu'on reproche à tous les soignants qu'on a mis dehors le 15 septembre 2021. On nous reproche de sortir du rang. Alors c'est très intéressant quand même, je le lis parce que pour les auditeurs de Sud Radio, c'est très intéressant parce que l'Ordre des médecins dit ceci, si une personne se trouve en urgence vitale, le réflexe adopté est de composer le 15, pas de faire 45 minutes de route. Donc il vous reproche de n'avoir pas composé le 15 et d'avoir pris vous-même la voiture pour aller voir ce qui se passait avec ce patient. D'autant plus, ajoute-t-il, que le patient n'ait pas eu besoin dans les médias d'une prise en charge supplémentaire, confirme, dit l'Ordre des médecins, l'absence de nécessité absolue d'une telle intervention. Et je finis, vous êtes allé à l'encontre du code de déontologie médicale en prenant pour argent comptant ce que lui avait dit le patient. Donc, si le patient part, si vous recevez un coup de fil d'un patient, faut pas prendre ça pour argent comptant. C'est quand même très intéressant, ça. Voilà. Donc, on a derrière ça le libre choix du patient. C'est-à-dire qu'en fait, un patient a le droit de refuser des soins. Et c'est assez terrible qu'au sein même de l'Ordre des médecins, on ne comprenne pas qu'il est essentiel de respecter le choix du patient. Ça, c'est essentiel. Et un patient, on ne peut pas le forcer à aller à l'hôpital. On ne peut pas le forcer à accepter des soins. S'il ne veut pas y aller, il a le droit de ne pas y aller. Et alors, il y a aussi une méconnaissance, et c'est tragique, du rôle du médecin généraliste, qui est placé dans des urgences. Une urgence vitale n'est pas forcément une urgence vitale immédiate. C'est-à-dire qu'en l'absence de soins, sans oxygène ce vendredi soir, probablement que le patient serait resté un petit peu chez lui. Et puis effectivement, son cœur aurait dû compenser la difficulté qu'il avait à respirer. Peut-être qu'il aurait fait un arrêt cardiaque, peut-être qu'il serait arrivé dans un état catastrophique à l'hôpital 2 jours après. Donc dire que mon intervention était pas nécessaire, c'est terrible. Et dire, en fait, non, on dit, vous auriez dû faire, vous, Grégory Pamard, docteur, vous auriez dû faire le 15 et pas prendre votre voiture pour aller voir ce qui se passait. Ce qui est quand même assez étonnant venant de médecins, quoi. Je ne sais pas, moi je ne suis pas médecin, je suis patient, mais je suis assez étonné par cette réaction, quoi. C'est étonnant. Et puis alors, il y avait les thérapeutiques non reconnus, prescriptions non éprouvées et non conformes aux données acquises de la science. Bon, on revient sur la polémique sur les médicaments, mais au-delà de cela, Grégory Pamard, ça indique quoi? Ça indique qu'on est dans une perspective, or on le sait aujourd'hui, dans tous les pays européens, en Floride et ailleurs, le problème de la réintégration a pratiquement été réglé presque partout. Je ne dis pas partout, faut dire les choses exactement, mais enfin presque partout. À quoi vous attribuez cette résistance, encore montrée par certains mandarins, dans certains médias, à dire non, il ne faut pas réintégrer, non, c'est pas question. Alors qu'on sait très bien, on l'a dit 300 000 fois, alors qu'on les faisait traiter de complotistes il y a 1 an et demi, que le vaccin n'empêche ni la transmission, ni la contamination. Comment vous expliquez ça, vous-même ? Eh bien, on n'est évidemment pas dans une logique sanitaire. Là, je pense qu'on est dans une logique de punition. C'est-à-dire, comme on a appris depuis qu'on est gamin et comme la société fonctionne chez nous, si on sort du rang, si on ne correspond pas à l'image qu'on voudrait nous donner, on nous punit. On nous prive de métier, on nous prive de moyens de subsistance pour qu'on rentre dans le rang. C'est-à-dire que l'objectif, c'était pas de virer 15 000 soignants. L'objectif, c'est pas de virer des milliers de médecins. L'objectif, c'est de nous faire agir comme ils voudraient qu'on agisse. Et c'est confirmé peut-être parce que ce qu'on vient de dire sur ce fait divers malheureux qui m'est arrivé. Ce qui est malheureux, c'est que je n'ai pas suivi les protocoles. Ce qui est malheureux, c'est que j'ai réfléchi par moi-même. Ce qui est malheureux, c'est que j'ai osé faire de mon mieux. Vous voulez dire réfléchir par soi-même devient un péché capital, ou presque, c'est ça? Oui, parce que ça remet en cause le narratif, et ça c'est terrible. Vous imaginez, si on pouvait faire quelque chose pour ces patients, si on pouvait faire quelque chose pour les soigner, ça veut dire qu'on ne l'a pas fait depuis 2 ans. Et il y a beaucoup de gens qui se trouvent dans des situations compliquées. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de médecins ont du mal aujourd'hui à reconnaître qu'on pouvait faire quelque chose pour les patients, parce que se dire qu'on peut faire quelque chose, ça veut dire qu'eux ne l'ont pas fait. Ça, c'est terrible. Et c'est vrai que ça pose des problèmes, on voit très 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 bien, enfin soyons clairs, sans prendre position sur le fond, et ce n'est pas du tout notre objet, mais enfin on voit très bien qu'au-delà des effets indésirables et tout ce qui se passe chez les sportifs, chez des jeunes, etc., on voit très bien, et je ne sais pas si vous avez suivi ça hier, une caméra cachée a filmé le scientifique de Pfizer, un des grands ponts de Pfizer, Chris Croce, disons, en Amérique. Il dit qu'il savait que l'injection ARNM favorisait les myocardites,
et qu'elle pourrait être prochainement retirée du marché. C'est-à-dire qu'il y a un vrai problème qui est posé là, et on a l'impression que c'est superbement ignoré. Non, il n'y a aucun problème. Circuler, il n'y a rien à voir. Grégory Pamard. Quand vous pouvez gagner des milliards avec un produit, même s'il n'est pas au point, et si vous le savez, qu'est-ce qu'on ferait à leur place? C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, on aurait pu espérer que ce produit n'était pas efficace. Et je pense que de toute façon, en tout cas dans l'efficacité qu'on nous avait promis, si on vaccine 60% des gens, la crise sera résolue, le virus ne circulera plus, on sait qu'il est inefficace. Mais on aurait pu espérer, et je l'ai espéré, je redoutais qu'il soit dangereux ce produit-là, mais on aurait pu espérer qu'il n'était pas dangereux, qu'il était juste inefficace. Malheureusement. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci de votre témoignage. Il faut vraiment mettre tout le monde devant ses responsabilités. Encore une fois, il ne s'agit pas d'être contre le vaccin ou pour le vaccin. Il s'agit de dire ce qui se passe. Vous savez, ici, on a question à tout. Et l'exemple de ce qui s'est passé, notamment avec le docteur Pamard, et puis beaucoup d'autres, montre qu'il y a un problème vraiment de narratif, un problème probablement de ne pas accepter, un problème de déni, et ce problème doit être vraiment résolu pour tous, parce que pour nous tous, parce que la santé, ce n'est pas une variable d'ajustement du marché. Merci. Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Le problème, c'est, au fond, c'est où va l'argent, comment il est employé. Et c'est un vrai problème, parce qu'on remarque, par exemple, que la France, vous savez, 3 000 milliards d'euros de dette, on voit ce qui se passe avec les retraites, comment faire, augmenter les cotisations, reculer l'âge de la retraite, très bien tout ça. Mais pourquoi ne pas parler de la retraite par capitalisation, après tout? Il n'y a pas de sujet tabou. On devrait parler de tout cela, sans se faire tout de suite étiqueter gauche, droite, réactionnaire ou tout ça. Mais en même temps, on peut se poser des questions. Quand on apprend que la France va débloquer 1 milliard d'euros pour aider l'Afrique du Sud à sortir du charbon. 1 milliard d'euros. Alors que le charbon, on nous y en trop, depuis quelque temps. On a rouvert les centrales de Saint-Avold, et puis l'Allemagne prolifère dans le charbon, aux grandes dames des écologistes. Non, les écologistes ne disent plus rien. Et on va donner 15 millions pour l'érosion côtière qui menace le Sénégal. Très bien. 2 milliards pour le TGV marocain. Et je ne parlerai pas de l'Ukraine, 18 milliards pour l'Ukraine. Bon, très très bien, pourquoi pas. Mais en même temps, et oui, j'emploie le mot en même temps qui est devenu un mantra national, eh bien, on n'a rien fait pour empêcher le rachat de l'entreprise française hautement stratégique Excelia, très importante pour les armements, pour un certain nombre de choses, par l'américain HEICO. Voilà, c'est-à-dire, après ce qui s'est passé avec Alstom, les turbines qui fabriquent, qui entretiennent, qui sont le poumon des centrales nucléaires, qui a été vendu dans les circonstances que l'on sait à General Electric, et puis là, vraisemblablement racheté par nous beaucoup plus cher, eh bien, là aussi, voilà, eh bien, quoi qu'il en coûte, nous achetons, vous savez qu'il est interdit absolument, non seulement d'extraire du gaz de schiste, mais même de répertorier si en France, par hasard, on aurait du gaz de schiste. Horreur et putréfaction. Mais en même temps, on achète du gaz de schiste aux Américains, qui sont devenus les premiers exportateurs du gaz de schiste. Les Américains qui ne vendaient rien en gaz, eh bien, ça marche du tonnerre de Dieu, c'est formidable. Et voilà. Et nous contribuons, et nous dépensons. Peut-être qu'il serait temps, de s'occuper des sujets de ce pays, si on ne veut pas, comme disait un certain grand chroniqueur, que les 67 millions de sujets français ne deviennent pas tous des sujets de mécontentement. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, les perles du jour. Et la preuve, ce qui se passe avec Scrabble. Écoutez-moi bien, auditeurs de Sud Radio, beaucoup d'entre vous, on a tous joué au Scrabble et on joue encore tous au Scrabble. Mais en juin 2023, juin prochain, la nouvelle édition du dictionnaire qui régit les tournois de Scrabble francophone, Mattel, qui édite le célèbre jeu d'enfance, a demandé le retrait de plusieurs mots jugés offensants. Et oui, c'est-à-dire que 62 mots vont être ici exclus. Par exemple, si vous avez vos Scrabble,
pourrait plus dire, ça ne marche plus, Tarlouse, Poufias, Jésuitique ou encore Bosch. Et oui, comme aux États-Unis, vous savez, le politiquement correct change le dictionnaire. Et oui, en juillet 2020, dans le contexte du mouvement Black Lives Matter, l'association nord-américaine des joueurs de Scrabble a annoncé bannir plus de 200 termes jugés insultants ou discriminatoires. Mais alors, on s'est posé quand même un petit problème, on comprend pas. Pourtant, Tarlouse, Poufias, Jésuitique ou Bosch, mais c'est dans le Larousse. C'est dans le Larousse. Eh bien oui, mais voilà, la Fédération internationale Scrabble francophone estime que ce n'est pas le Larousse qui compte, ce n'est pas la langue française qui compte, c'est le politiquement, éthiquement, moralement, etc. correct. Voilà. Donc, le petit Larousse illustré, oui, le Scrabble, eh bien, ce ne sera plus du tout la chose. Voilà. C'est très intéressant. Apprenons que la Fédération espagnole, quant à elle, de Scrabble, a refusé d'effectuer ses retraits. Les Français ont accepté que 62 mots disparaissent. Tout va bien, l'ordre règne dans le vocabulaire. La pravda règne dans la sémantique. Voilà. Continuez à jouer au Scrabble et essayez quand même de garder ces mots, peut-être. Tout de suite, dans le face-à-face du mercredi 11 janvier, André Berkoff reçoit Stanislas Berton, auteur du livre L'Homme et la Cité, volume 2. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour réagir à l'émission. A tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Tout le monde peut se tromper, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, on le sait, et c'est vrai. Mais alors, quelquefois, on a effectivement, et cette crise de l'électricité, de l'énergie, etc., nous a donné des exemples très intéressants et très exemplaires, comme ce qui est arrivé à Stéphane Manigold. Écoutez, là, c'était très intéressant, parce que sur la même station, sur la même chaîne médiatique, les propos de Stéphane Manigold de juillet 2022 étaient ceux-ci, en parlant de Total et vous savez, de la crise énergétique. Et voici le chant, l'ode que donnait Stéphane Manigold, qui, je le rappelle, est président de la branche de la restauration de l'Union des métiers et des industries hôtelières, qui est lui-même restaurateur et qui est grande gueule. C'était sur RMC, justement, les grandes gueules d'RMC. Écoutez Stéphane Manigold. Stéphane, alors pourquoi tu es contre la taxation des super profits de Total ? Parce que c'est conforme à ce que je viens d'entendre, que des clichés. On a un champion français, un champion qui coûte rien à la collectivité. Aujourd'hui, on a des champions. Moi, je suis fier d'avoir des champions sur ce territoire. Qu'on en ait beaucoup plus. La solidarité se portera mieux. La diversité se portera mieux. Moi, j'encourage les champions internationaux à être en France parce que demain, Total, à force de les tondre, ils peuvent aussi se barrer. Qui est notre champion ? Moi, je suis désolé, j'en ai ras-le-bol qu'on tape systématiquement sur ceux qui créent de la richesse. Il ne me semble pas que Total SA soit une association loi 1900, oui, c'est une entreprise non lucratif. Attendez, il ne faut pas opposer les riches et les pauvres. Ça, c'est l'ancien monde. On va taper sur la gueule de Total, qui est un champion français. Voilà. Ça suffit de taper sur la gueule de Total, comme disait Stéphane Manigold en juillet dernier. Voilà, c'est un champion français, ça suffit. Il n'y a pas les pauvres et les riches, ça suffit. Il nous défend, c'est grâce à lui qu'on prospère. Et nous arrivons à décembre. Nous arrivons à la crise et aux factures d'électricité qui arrivent. Et là, changement de ton à 180 degrés du même Stéphane Manigold, toujours sur RMC, toujours dans les grandes gueules. Écoutez. Je reviens de 48 heures où j'étais parti à la rencontre de mes confrères dans le Lot-et-Garonne et en Dordogne. Cette crise énergétique avec des envolées de factures complètement insupportables. Quand tu arrives à des situations où près de 50% de ton chiffre d'affaires, de ce que tu collectes, tu le redonnes à Total Énergie, qui se gave comme un salopard, et j'ai pas d'autre terme, pardon, parce que moi j'ai vu la tristesse de ces chefs d'entreprise. 10 ils ont fermé, 10 ils ont fermé parce qu'ils peuvent pas rouvrir, parce qu'ils sont massacrés et pouillanés aujourd'hui. Moi j'ai honte, vous savez pourquoi ? Parce que j'ai défendu Total Énergie, les super profits ici. Je les ai défendus. Et moi j'étais dans les mecs se font massacrer. Alors pouillanés, arrête de te gaver.
c'est un salopard. Vraiment, j'ai pas d'autre terme. Et qui viennent avec moi, qui viennent faire la tournée. Tu parles. Je suis désolé. Un mouchoir, Stéphane, un mouchoir. Juste, non, je veux dire, c'est pas grave. Effacez vos larmes. Je comprends que ça soit dur. Mais peut-être, Stéphane Manigold, vous n'êtes pas un enfant de 5 ans. Vous êtes un responsable. Peut-être auriez-vous pu vous renseigner sur ce qu'on savait déjà et que beaucoup de gens savaient déjà, que la mise en concurrence d'EDF, etc., et ses rachats et ses ventes à 43 pour racheter à 380, peut-être vous auriez pu vous renseigner en tant que responsable. Ce serait pas mal. Ça vous aurait empêché de faire un petit mur des lamentations et ça vous aurait pu empêcher d'être plus lucide. Voilà. Soyez un peu plus lucide, et je dis ça à nous tous, avant de commencer à dire « Ouais, c'est fabuleux ceci !» ou alors « C'est salopard, c'est salopard !» C'est ce qu'il faut faire d'abord, se documenter, lire, s'informer. On peut tous le faire, qu'on ne dise pas qu'on ne peut pas le faire. Et surtout, ceux qui sont des responsables, qui soient dans tous les domaines. Alors, voilà, il faut vraiment changer de braquet, cher Stéphane Manigold. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face du mercredi 11 janvier. André Berkoff reçoit Stanislas Berthaud pour évoquer le 3e volume de la série L'Homme et la Cité. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour réagir à l'émission et à la discussion. Bonjour Stanislas Berthaud. Bonjour et mes meilleurs vœux de lucidité et de combativité à tous les auditeurs de Sud Radio. C'est une bonne chose, oui. Ça, c'est vraiment les deux vertus qu'il faut absolument, voilà, être vigilant, mais c'est ce qu'on dit. Et les auditeurs de Sud Radio nous le rendent bien. Vous pouvez pas savoir les messages qu'on reçoit, les textos qu'on reçoit, les tweets ou autres qu'on reçoit. C'est vraiment très, très encourageant, en tout cas, cela. Alors, je rappelle, Stanislas Berthaud vous a déjà reçu pour le premier et le second volume de L'Homme et la Cité. Et je dois dire tout de suite que le volume 3, il peut se lire tout à fait, ce n'est pas la suite, peut se lire sans avoir lu le volume 2 ou le volume 1. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous mettez en question, vous, dans vos essais, d'abord, vous mettez en question un certain nombre de narratifs, encore une fois, que nous avons connus, que nous connaissons, etc. Et vous les mettez avec des arguments sourcés, avec des arguments structurés. On peut être pour, on peut être contre, on va en discuter. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous sur tout. Mais, et puis vous faites une autre chose qui est très intéressante. D'habitude, les essayistes, ils font des choses et ils citent, mais pas tellement. Vous avez fait mieux que citer. Vous avez dans votre livre, donc, c'est L'Homme et la Cité, le volume 3, publié, traduit des essais de Martin Guedes, de David Graeber, d'autres essais américains qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît très très mal en France et qu'il faut lire. Et justement, parlons-en et à propos de deux choses très intéressantes, et je répète simplement parce que c'est le début de vos chapitres, c'est d'abord, vous dites quelque part, on est déjà en guerre mondiale, et cette guerre mondiale, elle est la guerre de l'information, la guerre d'un certain nombre de puissances, des mondialistes et des souverainistes ou des nationalistes, la guerre des identités, et puis vous parlez de l'empire du mensonge. Vous dites, d'ailleurs Charles Gave, ici même à cette radio et chez moi, disait, oui, on est en train de voir la fin de l'empire du mensonge, en tout cas. Et puis vous dites, retrouver la France, et vous parlez de la religion, du catholicisme. Alors, commençons d'abord par les narratifs de ce que vous appelez les narratifs du mensonge. Alors très précisément, parce que c'est bien d'accuser, mais il vaut mieux de prouver, quels sont ces narratifs et comment sont-ils en train de s'effondrer et pourquoi ? Alors déjà, une précision qu'il faut faire, c'est qu'ils sont en train de s'effondrer et d'être contestés en Occident. Parce qu'on a toujours ce tropisme de dire on se concentre sur l'Occident, mais il y a beaucoup de pays hors Occident qui, eux, ont compris déjà ces narratifs, par exemple sur l'OTAN, sur le rôle, ceux qui apportent la démocratie, les droits de l'homme, voilà, à coups de militaires, de bombardements, etc. Donc il y a des peuples qui ont déjà compris. Donc là, il y a le cas déjà de l'Occident qui se veut comme un modèle, mais en fait qui est lui-même au sein d'un narratif. Donc là, le narratif, il est multiple. Hein. On l'a vu là, vous receviez il y a quelques instants quelqu'un qui nous expliquait sur la crise sanitaire ce qui en est. On a eu ensuite vendu exactement avec les mêmes méthodes la guerre en Ukraine l'année dernière. On a un narratif qui est un récit médiatique qui est plus global. C'est en fait l'Occident, notre projet civilisationnel. C'est-à-dire qu'on a cette idée que les valeurs de l'Occident doivent s'appliquer au monde entier. Et si vous refusez
refusez ces valeurs, si vous refusez de jouer le jeu, on va venir vous les imposer et on va vous donner la démocratie, mais ça sera à coup d'obus et de chars. Et il y a énormément de pays, que ce soit du Vietnam, il y a eu la Serbie, l'ancienne Yougoslavie à la fin des années 90, on a vu le monde arabe, le Moyen-Orient, et en fait ces pays-là en ont fait l'épreuve. Et en fait aujourd'hui ce qui est en train de se jouer, c'est qu'il y a un grand nombre de pays, en fait la majorité de la planète, qui refusent de se plier aux règles de ce que le président russe a appelé l'Occident collectif, qui est fondé en grande partie d'ailleurs sur la domination du dollar. Et en fait, il y a ce mouvement de révolte, de rejet. Et ce mouvement de rejet, il est porté quand même par des grandes puissances, que sont la Chine et la Russie, qui se donnent les moyens de soutenir cet effort. Donc il faut vraiment comprendre que il y a, je dirais, deux temps. Il y a le reste du monde qui est présenté comme isolé, alors qu'en fait, en réalité, c'est l'Occident qui est en grande partie isolé et prisonnier de l'empire du mensonge. Alors on va parler de tout cela justement, et on va aller dans le sens de ce qui se passe et essayer de défendre peut-être pas cet Occident-là, mais quelles sont ces valeurs qui sont en train effectivement de n'être pas défendues. Tout de suite après cette petite pause, à tout de suite. Et vous continuez de nous appeler au 0826 300 300 pour participer à la discussion entre André Berkoff et Stanislas Berton. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec Stanislas Berton pour son volume 3 de L'Homme et la Cité, paru aux éditions Le Temps Retrouvé. Et encore une fois, justement, nous parlions de l'Occident et de ces pays qui disent oui, d'accord, mais vous n'avez pas vous imposer nos valeurs. Mais Stanislas Berton, vous en parlez, on reviendra là-dessus, sur la nécessité, en tout cas d'un retour du catholicisme, du christianisme, d'un certain nombre de valeurs. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus occidental, quand même si c'est né au Proche-Orient et sur les fonds baptismaux ensuite de la conversion de l'empereur. Qu'est-ce qui a fait que les valeurs occidentales, vous critiquez un peu les Lumières, certes, mais enfin, il y a quand même des choses à défendre dans l'Occident. Et juste, je vous rappellerai la phrase de Léo Strauss, si toutes les cultures se valent, alors le cannibalisme ne serait qu'une question de goût. Or, il y a quand même des choses à défendre. Oui, tout à fait. Mais alors ça, c'est en fait, on est au cœur du sujet. C'est-à-dire que l'enjeu aujourd'hui de cette guerre que j'appelle la guerre invisible, c'est de permettre aux nations du monde de rester fidèles déjà de retrouver leur souveraineté et de rester fidèles à leurs traditions politiques, culturelles et religieuses qui leur soient propres. Mais aussi, il y a quand même une chose, c'est que ça, et ça se constate objectivement, on est dans un retour à la tradition. Et la tradition, en fait, elle prend des formes différentes. Donc, par exemple, en France, elle pourrait prendre la forme d'un retour au catholicisme traditionnel. En Russie, on voit que l'élite russe pousse l'orthodoxie. En Chine, c'est le néo-confucianisme ou le confucianisme qui revient. Dans le monde arabe, ça prend une autre forme. Mais ce qui est quand même le point commun qu'ont tous ces pays, c'est d'avoir un rejet extrêmement fort du projet occidental, mais qui est quand même centré sur une chose très claire, c'est le relativisme et l'individu qui est créateur de sa propre norme. C'est-à-dire, je pense que c'est bien parce que le tout se vaut. Voilà, le tout se vaut et je pense que c'est bien parce que ça me plaît. Et ça, on le voit sur des sujets et qui, par la force des choses, sont communs à toutes les sociétés traditionnelles. C'est une position quand même assez plus que critique sur tout ce qui est LGBT. Le rôle de la hiérarchie, c'est-à-dire on revient des sociétés avec une hiérarchie, avec une verticalité et avec une transcendance. Et ça, par exemple, que ça soit en Chine, par exemple, clairement, ce que ne veulent pas que ça soit les Afghans, que ça soit les Russes, que ce soit les Chinois et on va dire les Français attachés à la tradition, c'est voir des drapeaux LGBT flotter partout. Ça, c'est un point qu'on retrouve dans toute la coalition anti-Occident, par exemple. Et alors pourquoi l'Occident? Parce que les valeurs occidentales, c'était pas ça au départ, c'était quand même, il y avait un bien collectif. Enfin, il y avait la vertu du bien collectif. Et vous dites qu'aujourd'hui, effectivement, tout s'est éparpillé. Qu'est-ce qui fait que ça s'est émietté au point que l'Occident ne sait même plus où il habite? En tout cas, on peut dire ça pour un certain nombre de Français. Ils ne savent plus où ils habitent et donc ils rejoignent des clans, des minorités, des monades atomisées comme ça, chacun dans son coin ou dans sa petite famille ou dans ses petites préférences.
Oui, alors ça, c'est ce que j'explique dans mon livre, c'est que derrière, en fait, tout ça, il y a l'idéologie qu'on appelle le mondialisme, donc qui se combine de plusieurs formes. Il y a la forme politique qui est d'aller vers une gouvernance mondiale, donc c'est ce que j'explique dans le livre, c'est abolir le politique, c'est-à-dire d'abolir l'altérité politique, c'est-à-dire il peut y avoir rien qui soit externe à cette gouvernance mondiale, qui est technocratique. Tous dans le même moule. Tous dans le même moule, et surtout avec la prétention de gérer les choses rationnellement. C'est-à-dire, c'est vraiment ce management par Excel, technocratique, tout limité au règne de la quantité contre la qualité. Donc il y a déjà ça. Et ensuite, après, l'autre aspect, c'est ce qu'on appelle le progressisme, entre guillemets, et c'est ce qu'on vient d'évoquer à l'instant. Et ça, c'est les deux mamelles. C'est-à-dire, il y a ces deux mamelles du mondialisme. Et en fait, ce qui est difficile à comprendre, c'est que le mondialisme, et je prends cette métaphore dans le livre, en fait, c'est un parasite. C'est-à-dire qu'il se greffe sur des nations, il prend le contrôle de ces institutions et il les détourne à son propre profit. Voilà, c'est vraiment un parasite au sens biologique. C'est-à-dire il y a certaines espèces d'ailleurs qui arrivent à parasiter par exemple un insecte et le pousser à se faire manger par l'oiseau. Ça, c'est des choses qui existent. Et donc toute la difficulté du combat aujourd'hui de ce que j'appelle l'alliance antimondialiste, c'est de réussir à neutraliser donc le parasite qui est l'oligarchie mondialiste sans tuer l'autre. Sans tuer le peuple. Sans tuer le peuple et sans plonger le peuple dans le chaos, parce qu'en fait, ça c'est quelque chose qui est tout à fait possible. C'est-à-dire comme il y a ce contrôle des structures et des institutions par le mondialisme, si on tranche d'un coup, en fait, on risque de mettre la société par terre. On tue le bébé avec l'eau du bain. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est ce que j'explique avec assez de détails dans le livre, c'est que il y a une espèce d'opération de chirurgie qui est faite, et la lutte contre le récit officiel, la réinformation, et le fait que les gens prennent conscience de ce qui se passe. Alors, parlons de l'information, Stanislas Berthon. Donnez des exemples précis. Dans cette guerre mondiale de l'information et de la réinformation, où certains gens vous disent c'est notre perception de la réalité qui compte beaucoup plus que la réalité. En tout cas, c'est ce qu'on essaye, certains, de faire passer. Vous savez, il y a cette phrase de Lacan qui disait « le réel, c'est quand on se cogne ». Et je pense qu'en fait aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui sont en train de se cogner très fort. Et par exemple des gens qui ont fait confiance au message du gouvernement par exemple lors de la crise sanitaire et qui sont amenés à avoir des conséquences de ces décisions. Là on est parti en disant Bruno Le Maire disait l'économie russe sera à genoux dans 6 mois. Là quand les factures d'énergie arrivent à cause du pétrole, des prix de l'énergie, là on est aussi en train d'être dans un retour au réel. Et plus récemment et plus généralement quand on est en train de se rendre compte que en fait, ce qu'on pense être à l'apogée de la civilisation, la pointe du progrès, et qu'en fait ça, c'est rejeté par 80% de la planète, et que en fait c'est pas le reste du monde qui est isolé, mais c'est nous, et que les Occidentaux vont prendre conscience de ça. Là, je pense qu'il va y avoir un choc qui va être vraiment très très rude. Rude au sens, oui, mais est-ce que vous ne croyez pas aussi, sans être pessimiste, que les gens se diront oui, mais il n'y a rien d'autre à faire? Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette tentation de la résignation, cette tentation de dire oui, mais écoutez, c'est bien tout ça, c'est des beaux discours, mais l'alternative, c'est quoi? Et si vous ne leur présentez pas des alternatives, quand je dis alternatives, pas seulement, on va reparler de la spiritualité, etc., mais des alternatives, je dirais, sociales ou autres, comment combattre cette conscience presque de la perte, de dire oui, mais de toute façon, c'est fini, c'est fichu, on peut rien faire? Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sentiment-là, il a été créé. Et je voudrais quand même rappeler que le mondialisme, c'est à travers ces institutions, j'en donnais un exemple, comme par exemple la Société Fabienne. La Société Fabienne, qui est un des cœurs du mondialisme, qui se crée à Londres à la fin du 19e, c'est eux qui ont inventé l'ingénierie sociale. Il faut quand même le savoir, c'est-à-dire la discipline de l'ingénierie sociale, c'est eux qui l'ont inventé. Ça a été repris après par quelqu'un qui s'appelait Édouard Bernays, qui était le neveu de Freud, qui a écrit une bible pour tous les gens qui travaillent dans la com ou dans les relations publiques, qui s'appelle Propaganda, donc propagande. Donc c'est des gens qui, dès le départ, comprennent comment on peut manipuler l'opinion publique. L'ingénierie sociale, c'est comment la manipulation des gens. Voilà, et c'est amener les gens à adopter certains comportements ou même certaines idées sans qu'ils en aient conscience. C'est-à-dire qu'en fait, ils pensent que ça vient d'eux-mêmes, mais en fait, ils ont été amenés, ça s'appelle aussi l'économie comportementale, c'est les amener en fait à adhérer à certaines croyances, à adopter certains comportements, sans qu'ils aient conscience qu'ils sont manipulés. C'est-à-dire ils pensent que ça vient d'eux. Et la persuasion clandestine. Voilà, c'est ça. Et là, en venant dans ce studio, j'étais dans le métro, je regardais la publicité, c'est exactement ça. Par exemple, aujourd'hui, vous voyez des affiches qui vous disent maintenant le vélo, c'est votre voiture de fonction. Donc en fait, avant, vous rouliez en voiture de fonction, c'était quand même un avantage salarial considérable. Maintenant, on est en train de convaincre les gens que pour sauver
sauver la planète, il faut accepter d'être rétrogradé à avoir un vélo comme voiture de fonction. Et il y a des gens qui adhèrent sincèrement à ça et qui comprennent pas en fait la manipulation. Et en fait, c'est tout un système et qui est assez important à analyser et à comprendre comment il fonctionne, parce qu'en fait, on est dedans. Et surtout, ce que j'essaye de montrer à travers mes différents ouvrages, c'est de donner non pas aux gens de dire c'est comme ça, mais de leur donner le mode d'emploi. Vous savez, c'est de donner pas le poisson, apprenez à quelqu'un à pêcher. Moi, j'essaye de donner aux gens les clés pour qu'ils comprennent par eux-mêmes comment le système mondialiste fonctionne, sur quel bouton il appuie, pour que les gens, en fait, en lisant mon livre, se disent après, je peux adapter cette grille d'analyse à n'importe quelle situation. Oui, et puis prendre conscience, effectivement, de ce réel-là. Oui, exactement. Et c'est ce que je conseille aux auditeurs de Sud Radio, c'est comprenez, intéressez-vous, ça prend honnêtement 1 heure de votre temps, comment fonctionnent les techniques d'ingénierie sociale. Il y a plein de livres excellents qui ont été écrits là-dessus, notamment un livre, par exemple, de Lucien Cerise qui s'appelle Neuropirate, qui est excellent sur le sujet, mais il y en a beaucoup d'autres. J'en parle un peu aussi dans un chapitre qui s'appelle La désinformation. Oui, voilà. Il a écrit Gouverné par le chaos, Lucien Cerise aussi. Oui, tout à fait. Oui. Et par exemple, en exergue de mon essai sur la désinformation, il y a cette citation incroyable d'un ancien directeur de la CIA qui dira « Notre programme de désinformation aura atteint son objectif quand tout ce que la population américaine croira sera faux ». Vous vous rendez compte? C'est un sacré projet quand même. C'est un sacré projet. On va en parler justement de cette guerre de l'information tout de suite après cette pause. À tout de suite. On est toujours avec Stanislas Berthon et avec vous, auditeurs de Sud Radio. Et vous continuez de nous appeler au 0826 300 300 pour interpeller Stanislas Berthon et comprendre les vraies crises qui secouent notre époque. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et Stanislas Berthon aussi, qui publie donc L'homme et la cité, volume 3, au temps retrouvé. Et on parle de tout justement, de cette guerre froide, je dirais, mais enfin froide, avec beaucoup de guillemets, de cette guerre invisible, de cet empire du mensonge. Et je voudrais revenir sur cette guerre de l'information, qui est une guerre mondiale de l'information et de la déformation ou de la désinformation. Au fond, c'est très intéressant parce qu'on est arrivé à des moments de sophistication extraordinaires. C'est-à-dire que on peut, je vous donne un exemple très précis. Hier absolument, on avait Olivia Grégoire, la ministre des PME, etc., qui racontait comme elle avait parlé à une boulangère de Sarlat, mais elle expliquait avec moult détails ce qu'elle avait dit, les notes, elle payait tant, on va arranger ça, etc. Et elle s'est retrouvée, et nous avons retrouvé, Lucien Gasparac, qui fait l'émission avec moi, a retrouvé la boulangère de Sarlat, et elle nous a dit, mais c'est faux, je ne l'ai jamais eu au téléphone, jamais vu, etc. C'est-à-dire qu'on peut arriver à mentir de façon extrêmement, mais il n'y a pas qu'elle, hein, c'est et droite et gauche confondues, mais de façon totalement sans dire qu'on peut peut-être vérifier. Et c'est quoi? Ça renvoie à quoi? Ça signifie quoi? De quoi cette désinformation assumée très lucidement est-elle le nom? En fait, c'est des gens qui pensent que le système est tellement verrouillé qu'ils sont dans l'impunité la plus totale. Pour prendre un autre exemple, vous vous rappelez, il y a quelques mois, il y avait une manifestation, je ne sais plus, des patriotes de Philippot sous les fenêtres de l'AFP, et ils avaient prétendu que la manifestation n'avait jamais eu lieu alors qu'on avait des images et des photos. Mais en fait, on en avait parlé, vous savez, quand vous m'aviez reçu pour qu'on parle du rapport Biden. C'était un truc énorme. Le rapport Biden, comment il a été étouffé? C'est très simple. C'est le FBI a enterré l'affaire. Les services de renseignement ont raconté que c'était un coup des Russes. Les médias sociaux type Facebook, Twitter ont striké tous les posts qui faisaient référence et tous les articles qui faisaient référence à cette affaire. Et les médias de masse n'en ont pas parlé. Et le FBI a fait pression sur les GAFAM. Exactement. Enfin, ils sont allés les voir et aujourd'hui, on sait en plus, grâce à Twitter et aux révélations des Twitter Files d'Elon Musk, permises par Elon Musk, que le Twitter et tous les réseaux sociaux travaillent étroitement non seulement avec les services type FBI, etc., mais avec la campagne du Parti démocrate, avec l'équipe Biden elle-même. Donc en fait, ces gens-là pensent sincèrement qu'ils sont intouchables et que de toute façon, ils ont le monopole de la fabrique du réel. Et pour reprendre, je crois que c'était Chomsky, ils ont le monopole de la fabrique du consentement. Voilà, donc en fait, et quand vous parlez à des gens qui n'écoutent pas Sud Radio ou d'autres médias alternatifs, il y a des informations dont ils n'ont littéralement pas conscience. Ils ne savent même pas que ça s'est produit et que ça existe. Voilà, le réel est verrouillé.
C'est ça. C'est-à-dire, on a mis notre réel, enfin, à la place, quoi. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça, vous savez que aux États-Unis, l'alt-right, donc la droite alternative, a développé le concept de pilule rouge, la red pill, qui fait référence au film Matrix. Oui. Parce qu'on sort de la matrice en prenant la pilule rouge. Et on arrive dans le monde réel. Ben voilà, c'est exactement ça. On invite les auditeurs, enfin tous les gens, tous les Français, même tous les Occidentaux, à prendre la pilule rouge et à entrer dans le monde réel, mais en sachant que, comme le montre le film d'ailleurs, c'est que quand on est dans le monde réel, il faut se battre pour sa liberté et c'est un monde dangereux. Oui, le monde réel n'est pas le petit paradis bisounours. Voilà, exactement. C'est plus compliqué que ça. Juste, Stanislas Berton, avant, on va prendre les auditeurs de Sud Radio. Je voudrais juste que vous disiez un mot, parce que à la fin de votre livre, Retrouver la France, et c'est votre chapitre, et vous dites, voilà, si on ne retrouve pas par rapport à telle ou telle idéologie qui est dans le tiers-monde, ou enfin dans le monde dit en développement, ou qui est déjà développé, nous n'avons plus, nous avons tout éparpillé, façon puzzle, comme disait Audiard, et il faut retrouver pour vous, vous dites la religion en général, et le catholicisme qui est en particulier, qui est chez nous. Mais est-ce que il n'est pas au passé minuit, docteur Schweitzer-Berton, est-ce qu'on n'est pas déjà, est-ce qu'il n'est pas trop tard? Parce que vous dites retour au catholicisme, aujourd'hui, ce n'est pas cette religion qu'on voit la plus offensive, je ne parle pas en termes militaires ou guerriers, mais en termes de persuasion, justement. Oui, tout à fait. Alors, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que déjà, il faut déjà que j'explique aux auditeurs ma démarche, c'est-à-dire que moi, je suis confronté à un problème qui est l'effondrement de mon pays et l'effondrement de notre civilisation. Donc, ça fait des années que je travaille là-dessus et j'arrive, en fait, par le biais d'un travail, et même d'un travail personnel, sur ses propres sujets, à la conclusion qu'il y a en fait une clé centrale qui débloque toutes les portes, qui est le retour à la religion, et notamment à la religion, alors dans le cas du catholicisme, sous sa forme traditionnelle et pas la forme par exemple moderne, parce que l'Église aujourd'hui est devenue une espèce d'ONG inclusive sous la direction de Bergoglio. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Mais vous parliez par exemple de la conquête l'influence d'autres religions. Mais ça, c'est justement parce que les Français ont perdu ça, et je l'explique dans mon travail. C'est que le peuple français, c'est quand même incroyable, est le seul peuple au monde qui s'est détaché de sa tradition spirituelle et religieuse originale. Tous les autres grands peuples du monde, y compris les Chinois ou y compris les Russes qui sont passés par le communisme athée, ils sont retournés. Et en fait, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on touche, en fait, à travers la religion, on touche au cœur du problème de la modernité. C'est-à-dire, on parlait de l'individu créateur de sa propre norme. Et quand vous êtes dans une approche religieuse qui est sincère, vous renversez la perspective. C'est-à-dire, c'est pas l'individu qui est au centre de tout, c'est Dieu. Et vous obéissez au commandement de Dieu. Et je vais même donner un exemple concret pour expliquer la rupture. C'est-à-dire que quand vous regardez les grandes options politiques ou philosophiques, c'est fondamentalement deux variations sur le récit fondamental de la Genèse. Je vais expliquer rapidement. Le récit de la Genèse, il dit quoi? Il dit, il y a Adam et Ève, et le serpent, donc Satan, dit à Ève, goûtez le fruit de la connaissance, vous serez semblable à des dieux. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a par rapport à ça? Il y a la version moderne transhumaniste, transgenre, qui est la conclusion de ça. C'est-à-dire, par notre raison, par notre intelligence, par la science, on va arriver à être comme des dieux. Et l'autre version, c'est tout changer, la biologie, tout ça à aller au-delà de toutes les limites naturelles. Et de l'autre côté, la version traditionnelle, donc qui se retrouve dans le christianisme, dans le catholicisme et même dans l'islam, dans le confucianisme, c'est de dire il y a un ordre naturel fixé par Dieu, et c'est pas l'homme qui fixe la limite, elle est fixée par une autorité extérieure qui fait autorité. Donc vous voyez, la limite, elle se trouve là. Et je vais prendre aussi un autre exemple. Par exemple, le récit, par exemple, on va dire la gauche au sens large, c'est de dire on peut trouver le paradis sur Terre, mais pour obtenir le paradis sur Terre, il faut faire des réformes sociales. Et à l'inverse, la version chrétienne, c'est de dire, non, en fait, le paradis, il n'est pas dans ce monde, il est dans le monde d'après. Et en fait, d'ailleurs, ce monde, on ne peut pas réussir à atteindre le paradis puisque Satan y règne. Donc en fait, quand on ne peut rien faire alors. Non, c'est pas qu'on peut rien faire. On peut lutter, on peut essayer de lutter le plus possible, parce que c'est ça aussi. Il n'y a pas une résignation, c'est-à-dire on doit être de chercher la justice, on doit chercher la vérité et se battre. Et se battre, exactement. Et se battre justement, mais contre qui? Parce que justement, là encore, la vision chrétienne catholique dit il faut se battre contre Satan, qui est le prince du mensonge et le prince de ce monde. Donc on a un adversaire. Et aujourd'hui, moi, ce que j'essaie d'expliquer
expliquer aux auditeurs, c'est qu'en fait, on est dans un monde où Satan a pris une influence absolument considérable, et en fait, c'est lui qui a tout détourné, qui a tout perverti. Et ça, les peuples qui sont restés dans la tradition le comprennent, mais pour les Occidentaux, déjà, ils ne croient pas en Dieu, et comme ils ne croient pas en Dieu, ben, ils ne peuvent pas croire au diable. Et donc, je vais vous dire, vous allez avoir une tâche, pas seulement vous, cher Stanislas Berton et d'autres, c'est qu'il ne faut pas laisser les athées de côté, ceux qui ne croient pas au paradis à Satan, il faut que vous leur donniez des raisons de combattre ce que vous appelez Satan. Mais il y a peut-être d'autres noms pour ce Satan. Très important. Sinon, le combat sera perdu. Oui, mais alors ça, je suis d'accord avec vous, entièrement d'accord. Mais alors, il y a aussi, là, on parle de la question souvent personnelle, mais c'est qu'il y a aussi quelque chose, c'est que toute société, en fait, en analyse, elle est fondée sur des dogmes religieux qui sont présentés comme tels ou pas. Et en fait, la société, on peut pas avoir une société. Ça, c'est la tendance moderne justement de dire chacun fait un peu, c'est un buffet où chacun prend ce qu'il veut. Il faut qu'il y ait des principes qui structurent la société. On peut pas être qu'à la carte. Il faut qu'il y ait un menu. C'est ça. De fond. Et puis il faut qu'il y ait des fondamentaux philosophiques sur lesquels tout le monde soit d'accord. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, je considère, et j'essaye d'expliquer pourquoi, que en fait, les postulats fondamentaux de notre société conduisent à la mort et à la destruction, et que, au contraire, peut-être les principes chrétiens conduisent à la vie. Ou en tout cas des principes humanistes au bon sens du terme. Mais c'est encore un autre problème. On va peut-être donner la parole, Lucien, à nos auditeurs. Avec plaisir. Vous le savez, chers auditeurs, vous nous appelez au 0826 300 300 pour participer à la discussion. Et on accueille Emmanuel de Pessac. Bonjour Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour André, bonjour à vous tous. Et bonne année à vous tous d'ailleurs. Merci. Meilleurs vœux. On verra ce que donne 2023. Merci à Monsieur Berton que j'ai écouté chez votre ancienne collaboratrice, mon cher André. Oui, Clémence. Clémence Dakova, absolument. De parler justement de, en fait, l'inversion des valeurs, puisque finalement on en est là. On est chez Orwell, mais on est surtout sur les textes bibliques, qu'on veuille ou non. C'était marqué dedans. Vous savez, il y a deux façons de détruire un arbre. Alors moi, je considère que la nation peut être un arbre, c'est-à-dire des racines, un tronc et des branches. Et il y a soit empoisonner les racines, soit l'attaquer à la tronçonneuse. Je pense qu'on a empoisonné les racines et que maintenant on attaque à la tronçonneuse, parce qu'effectivement on est dans tous ces divers forums, peu importe, que ce soit le WEF, le World Economic Forum, ou que ce soit les Bilderberg ou tout le reste, peu importe. Ils ont déjà finalement annoncé leur plan, que ce soit sur l'énergie pour détruire les PME ou le reste. Et en fait, on a complètement inversé tout ce qui était justement des valeurs essentiel, l'éternel retour du réel. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on commence à pouvoir jouer ou à vouloir jouer plus exactement comme Harari, en disant on se prend pour des dieux et puis il y a les inutiles, à chaque fois que ça s'est passé dans l'histoire, ça s'est très mal passé. Et en définitive, on distille du poison dans les racines, et puis si l'arbre ne crève pas assez vite, eh bien, on le coupe à la tronçonneuse. Et aujourd'hui, je me sens vraiment, entre guillemets, du mauvais côté du mur, même si j'ai un pays formidable que j'adore. Oui, vous vous sentez du côté du tronc et des feuilles, vous demandez à quelle sauce vous serez tronçonné. C'est ça, un peu. Stanislas, je voudrais que... Vous savez, juste une dernière chose. Oui. Le meilleur mensonge de Satan, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Ouais, ça c'était une autre question. C'est Baudelaire qui disait ça, absolument. Mais je vais rebondir sur ce que disait ce monsieur, c'est que ce qui est le plus incroyable dans toute cette histoire, c'est que ce plan des mondialistes, en fait, on parle de complot. Mais en fait, il n'y a pas de complot. Tout est dit. Ils ont dit noir sur blanc ce qu'ils allaient faire. Et on parlait tout à l'heure, par exemple, de la société fabienne. Tout ce projet eugéniste, ce projet d'éliminer les inutiles, les indésirables, de mettre la société en coupe réglée, la surveillance généralisée, tout ça est écrit noir sur blanc dans des écrits qu'on retrouve dès la fin du 19e. Et quand vous regardez les familles qui font ça, par exemple, la société fabienne, il y a Huxley qui est dedans. Huxley, c'est le meilleur des mondes. Et en fait, tout le monde a pris ça pour un roman d'anticipation. Mais en fait, c'était juste un programme politique. Et quand vous voyez que Julian Huxley, par exemple, qui est le frère, je crois... Aldous, oui. Voilà, le frère de Aldous, c'est le premier directeur de l'UNESCO, par exemple. Et quand vous regardez tous ces gens qui ont été à l'origine du mondialisme en tant que mode de pensée, courant de pensée, vous les retrouvez essaimés dans toutes les institutions internationales, de l'OMS à l'UNESCO, à l'ONU, etc. Et ils ont appliqué leur programme. Ils ont dit ce qu'ils allaient faire, ensuite ils l'ont fait. C'est pour ça, quand on parle de complot, qui est l'imbécilité ou de complotisme, c'est clair, c'est net, c'est dit. Ou même, moi j'ai posté, les auditeurs peuvent le retrouver très facilement, un extrait qui date de 2017 où Klaus Schwab est à la Kennedy School de Harvard. Il est devant, donc c'est un peu le Sciences Po du monde. Voilà, et il dit, avec mes Young Leaders, donc qui est le programme de formation du Forum économique mondial de Davos, nous avons infiltré tous les gouvernements de la planète. Et il le dit devant un auditoire d'étudiants. Il s'en cache pas. Donc voilà. Intéressant. Lucien ? On va faire une petite
pub et on va remercier Emmanuel et on accueillera Vincent après la pub. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Oui, 13h46 sur Sud Radio. Vous avez la parole, chers auditeurs. Vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. Et on accueille tout de suite Vincent de Rodez. Bonjour Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour Monsieur Berkov, bonjour Monsieur Berton. Bonjour. Alors Monsieur Berkov, je suis très impressionné par la lucidité, la démonstration de notre invité, et je voulais rebondir juste sur une chose qui a été dite au tout début de cette émission, et puis il y a quelques minutes à nouveau, sur que j'ai compris effectivement comme la dilution dans l'esprit général du grand public des idées globalisées, la puissance du discours d'une doxa aujourd'hui mondiale. Et à travers les exemples qui ont été donnés, je me suis rappelé une phrase de notre président, donc Emmanuel Macron, qui m'avait laissé un petit peu pantois lorsqu'il avait parlé du retour de l'impérialisme concernant ce qui se passe en Ukraine. Alors, il est évident qu'il y a un geste impérialiste de la part de la Russie, etc. Bon, on peut discuter, c'est pas pour discuter de cette guerre, mais il me semble que notre président a quand même oublié l'histoire mondiale depuis la Première et puis la Deuxième Guerre mondiale, ce qui est quand même un comble pour quelqu'un de son intelligence et de sa culture, parce que l'impérialisme, il ne nous a jamais quittés. Nous vivons dans un impérialisme qui est tellement fort et tellement prégnant qu'on ne s'en aperçoit même plus. On est dans un univers américanisé. Notre président et nos élites se flattent effectivement à Davos de ne parler qu'anglais, etc. Il ne viendra jamais à l'esprit d'Emmanuel Macron de se flatter de parler breton ou basque ou italien ou espagnol. Mais par contre, anglais, oui. On connaît les chanteurs américains ou anglo-saxons, on connaît les sportifs, on connaît la NBA, etc. Donc finalement, nous n'avons que faire. Et nous ne nous rendons pas compte que nous sommes englués dans un impérialisme qui est terrible. Alors effectivement, ce n'est pas pour excuser les autres impérialismes qui peuvent être chinois au Tibet aujourd'hui, russes en Ukraine, etc., etc. Mais qu'un dirigeant de l'amplitude intellectuelle de notre président puisse dire que on vit le retour de l'impérialisme, c'est montrer que soit il est dans un état de cécité absolue, soit à force de concourir à cet état de fait, il ne se rend pas compte que nous sommes dans un impérialisme absolu depuis plusieurs décennies. Oui, soit les deux, mon général. Non, mais c'est une hypothèse. Oui, peut-être les deux, effectivement, oui. Mais j'aurais voulu savoir effectivement ce que votre invité pouvait. Stanislas Berton, alors sur l'impérialisme, sur ce qui se passe. Alors je suis entièrement d'accord avec l'analyse qui est faite par l'invité, en tout cas sur ce point, et c'est vrai qu'il y a notamment une soumission des élites, notamment françaises, en fait, qui ne cherchent plus du tout à défendre ce qui est propre justement à la France et qui se flattent de montrer la plus grande soumission possible à l'étranger, notamment au système américain. Mais surtout, il y a une chose, c'est que la grande force du système, on parlait d'ingénierie sociale tout à l'heure, c'est qu'en fait, on a réussi à enfermer les gens dans une prison, mais en leur cachant la réalité de cette prison, c'est-à-dire ils pensent qu'ils sont libres, et en plus ils pensent que plus ils se maintiennent dans leur prison, plus ils sont libres. Bah et ça c'est quand même quelque chose. C'est ça le but du jeu. Voilà. Il faut dire, vous êtes en prison, mais vous êtes merveilleusement, c'est le paradis, quoi. Et surtout, ce qui est exactement, et ce qui est frappant, c'est qu'on donne des libertés aux gens, ou en tout cas des choix sur des choses totalement superficielles ou même néfastes, c'est-à-dire vous avez 46 genres différents auxquels vous pouvez vous identifier, mais on est en train de vous prendre des libertés très concrètes, la liberté de la propriété privée, la liberté de fonder une famille, la liberté de vous déplacer, la liberté d'aller où vous voulez sans montrer un pass divers et autres. Et en fait, tout ça, on vous en prive réellement. Mais par contre, on vous donne l'illusion de liberté, en fait, qui sont des petits cadeaux qu'on vous donne comme ça, comme des petites croquettes parce que vous avez été bien sage. Et ça, c'est très important de le comprendre, cette espèce en même temps d'infantilisation des populations. Et voilà. Et après, je rejoins entièrement l'analyse sur ça. Ouais. Sur ça. Merci beaucoup, Vincent. Et on va dans le Jura retrouver Karine. Bonjour, Karine. Bonjour, Karine. Bonjour monsieur Berkov, tous mes vœux. Merci. Et merci encore pour tout ce que vous faites. Je vous suis depuis le début. Merci Karine. Écoutez, et puis alors je retiens aussi à remercier monsieur Berton qui vraiment fait une très très bonne analyse de la situation. Alors, merci madame. Dites-moi Karine, alors justement on vous écoute.
Alors justement, Monsieur Berton propose le fait qu'on peut s'en sortir en développant notre spiritualité, en retrouvant notre culture ancienne. Mais justement, depuis, le peuple français est tellement inhibé. Pourquoi ? Parce que depuis la Révolution, ils ont quitté la religion pour la religion républicaine. Et d'ailleurs, Robespierre disait, les enfants appartiennent à la République, et donc toute cette révolution avait bien compris que pour avoir le pouvoir, il faut manipuler les gens depuis l'école. Et donc, ça fait déjà 200 ans qu'on est dans cette manipulation. On est passé de biens communs à maintenant des biens individuels avec le consumérisme. Donc on est vraiment dans la période vaudou. Oui, donc est-ce que la spiritualité peut nous aider vraiment ? Voilà. Alors vous remontez effectivement à la Révolution. D'ailleurs, il ne sera pas en désaccord avec vous, Stanislas Berton. Lui aussi remonte à la Révolution. Moi, je mets beaucoup de bémol à ça parce que, juste un mot, et ça on ne va pas rentrer, on est presque en fin d'émission, hélas, mais on reviendra sur tous ces sujets. Simplement, pendant la Révolution, et je crois que Stanislas sera d'accord avec moi, il y avait quand même la notion de bien collectif, même si elle n'était pas la même. C'est-à-dire, ce qui s'est totalement perdu, c'est cette notion de bien collectif, en tout cas perdu, en tout cas bien évaporé, par rapport à l'individualisme, justement, qu'il soit genré ou non, de ce qu'un certain nombre de gens vivent aujourd'hui, de cette incitation à l'individualisme. Je crois qu'il est là. Mais revenons à la question de Karine. Est-ce que la spiritualité peut aujourd'hui mobiliser, vraiment ? Oui, alors elle peut, mais là je mettrais quand même, je le détaille dans le livre, là on peut pas rentrer dans le détail, mais le vrai sujet c'est encore, en fait, sous quelle forme ? C'est-à-dire aujourd'hui on a une forme très moderne, et moi je sais que mon discours peut frapper certains auditeurs, ou même dans mes conférences, j'ai des réactions de gens, mais en fait il y a une conception très moderne de la spiritualité, c'est-à-dire on fait sa spiritualité à la carte. On prend ce qui nous plaît, alors que ce que j'essaye d'expliquer, c'est quand on est dans un retour à la tradition, on accepte qu'il y a une autorité supérieure qui nous donne des commandements, et c'est à nous de changer éventuellement notre vie pour nous mettre en accord avec ces commandements. C'est pas changer les commandements pour ceux qui se plient à votre vie, c'est changer votre vie pour plier à vos commandements. Et c'est ça qui est le basculement qui est très très difficile à faire. Et en fait, ce qui est aussi frappant, mais je voudrais aussi aller au-delà de ça, parce qu'on parle souvent de la révolution, de la religion, et ce qui est terrible, c'est que en fait, on est sur des sujets qui sont très clivants et qui ont tendance à diviser les gens, c'est-à-dire vous êtes athée, c'est athée contre croyant, gauche contre droite, etc. Et en fait, il faut sortir de ça, c'est aller justement chercher, comme vous disiez, le bien commun, mais c'est aussi comment les choses se sont passées. Par exemple, quand on regarde la Révolution française, quand on étudie comment elle s'est passée, quels ont été... Il y avait des gens très sincères qui y ont cru. Moi, en étudiant ce sujet vraiment de manière sérieuse, il y a un livre, par exemple, de Claude Quetel, qui s'appelle Croix ou meurt, qui m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses. Comment ça s'est passé réellement, et quand on voit qu'en fait, il y a eu en grande partie le peuple qui a été victime de la Révolution française, qui a perdu énormément de choses, et ben en fait, il faut aller chercher les faits. C'est-à-dire, il faut pas dresser, par exemple, une France qui aurait pu avoir été républicaine, ou une France qui aurait pu être l'une contre l'autre. Voilà, il faut aller chercher qu'est-ce qui a été le bien commun, et quelle a été la vérité, et qui a été, en fait, à qui profite le crime. Et le peuple français, ces 2 derniers siècles, a été essentiellement victime de beaucoup de choses. Et justement, si on veut, parce qu'en fait, l'objectif aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? C'est de refonder la France. Moi, on arrive en fin d'émission, je voudrais dire cette chose très importante, c'est qu'on est dans un moment charnière de l'histoire de notre pays, et ce qui va se jouer là dans les années à venir, c'est la refondation de notre pays. Et comment on va le refonder ? Et on ne peut pas refonder notre pays en dressant les Français les uns contre les autres. C'est la moindre des choses. Voilà, il faut qu'on trouve des grands points sur lesquels on est d'accord. Je pense que chacun, que ça soit des gens de droite, des gens de gauche, vont peut-être devoir remettre en cause certaines de leurs certitudes sur certains sujets. De tous les côtés, oui. Absolument. Voilà, exactement, parce qu'on a tous nos totems, etc. Et moi, à travers mon travail, ce que j'essaye de faire, c'est de donner des éléments les plus objectifs possibles, et sur lesquels on peut discuter sur des éléments concrets, mais ça c'est possible avec des gens de bonne volonté qui sont justement pas dans l'idéologie et qui sont prêts à discuter avec l'autre et à entendre sincèrement son point de vue.
Tout à fait. Et puis je crois que c'est ce qu'on essaye de faire ici, avec vous, Stanislas, et avec beaucoup d'autres de nos invités. C'est vraiment la chose la plus importante. C'est que si vous êtes enfermés dans vos étiquettes et dans vos certitudes, eh ben, rien ne pourra se faire parce que rien ne sort et rien ne communique au vrai sens du terme. Merci beaucoup Karine et merci beaucoup à tous nos auditeurs. Merci à Stanislas Berthaud pour son livre L'homme et la cité volume 3 qui sera en séance de dédicace je crois à 16h. Oui, cet après-midi à 16h à la librairie Vincent à Paris. Vincent à Paris, oui, dans le 7e arrondissement, c'est ça? Près de l'école militaire. Ouais. Voilà. Si vous êtes parisien, eh bien n'hésitez pas. Et je vous tout recommande de le suite, livre. L'émission de Brigitte Lahaye. À tout de suite sur Sud Radio.